Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une deuxième partie sur l'histologie de l'épiderme. Donc on avait vu dans la première partie qui est déjà disponible sur la chaîne, surtout les kératinocytes au niveau de l'épiderme, et puis on a vu aussi des informations sur les mélanocytes. J'aimerais vous inviter à le regarder aussi avant de regarder celle-là. Et donc au début, j'aimerais partager avec vous certaines lames. On va suivre un certain ordre pour voir les autres types de cellules qu'on peut trouver aussi au niveau de l'épiderme. Alors on commence par ça. J'aimerais mentionner que la majorité des lames qu'on va observer, c'est en fait des lames pathologiques, en fait de biopsies cutanées qui ont été faites pour des pathologies diverses, mais on va profiter de leur aspect, des aspects qu'on observe au niveau de l'épiderme pour voir les différentes cellules normales. Donc ici, par exemple, c'était un cas d'une prolifération tumorale au niveau du derme et pas au niveau de l'épiderme. C'était un cas de tumeur à cellules granuleuses, mais ce qui est important pour nous, c'est d'observer l'épiderme. Alors donc si on agrandit, donc on va voir cette couche de kératinocytes, ce qu'on voit ici, donc c'est la couche de l'épiderme avec la présence de couches de kératine à ce niveau, comme ce qu'on voit. Et je vous montre cette lame parce que là, à cause de la coloration, en fait, on voit deux types de cellules, en plus des kératinocytes, bien sûr. Donc ce qu'on voit ici, c'est les kératinocytes, c'est ce qu'on connaît, avec leur noyau un peu à chromatine qui est clair, avec le nucléole qui est le plus souvent présent. C'est un aspect qu'on trouve sur les kératinocytes normaux. Et puis on a, au niveau de la couche basale, qui est celle-là, les cellules comme celle-là, qui ont un cytoplasme abondant, qui est pâle. En fait, elles ont au niveau de leur cytoplasme une teinte qui est un peu grisâtre, bleutée. Il est abondant, le cytoplasme, avec un noyau qui est le plus souvent soit allongé, soit arrondi, et qui est plus hyperchromatique que celui d'un kératinocyte. Ça, c'est l'aspect d'un mélanocyte. On a vu un aspect potentiel qu'on pourra observer sur l'ancienne vidéo, c'est la présence de la fente de rétraction autour de la cellule. C'est possible de l'observer, et c'est possible aussi de les observer sous cette forme-ci. Donc voilà un autre exemple de mélanocyte, un autre mélanocyte, un autre mélanocyte, un autre mélanocyte, et tous, ils sont présents au niveau de la couche basale, comme c'est la règle. Donc, le deuxième type de cellules, autre que le mélanocyte, qu'on pourra observer, c'est un peu difficile de les observer, mais on va essayer quand même avec les caractéristiques qu'on connaît sur ce type de cellules. Alors, un exemple est celui-là. Donc, la cellule qu'on a, donc le cytoplasme, ça partage un peu les mêmes caractéristiques que pour un mélanocyte. Et on a ce noyau un peu incurvé qui a la forme en rein, donc comme celle-là. Donc si on cherche un peu, c'est un peu difficile, comme je viens de le dire, de les trouver. Voilà, comme celle-là aussi. Donc un cytoplasme un peu grisâtre. Elle est située où? C'est au niveau de la couche épineuse, cette couche-là, parce que c'est la couche qui est située entre la couche basale et la couche granuleuse, cette couche de cellules qui est caractérisée par la présence de granules de kératoïline au niveau cytoplasmique. Alors ces cellules qu'on trouve au niveau de cette couche, qui ont cet aspect, avec ce noyau en rein ou bien en haricot, c'est des cellules de l'engérance. Alors ces cellules qui sont incriminées ou bien qui font partie du système immunitaire. Voilà un autre exemple ici, donc avec cette belle incurvation du noyau, la forme en rein et puis le cytoplasme qui est un peu pâle. Et puis la localisation, un autre élément important, c'est elle doit être présente en fait au niveau de la couche épineuse. Donc voilà une autre là aussi. Alors ces cellules, comme je disais, elles sont ou bien elles font partie du système immunitaire, donc elles sont là pour la recherche d'un antigène, donc elles vont capter cet antigène pour transmettre en fait l'information au système immunitaire pour déclencher la réponse immunitaire contre l'antigène. Alors ces cellules elles sont caractérisées par une expression de certains marqueurs. Alors entre autres, on a la PS100, le CD1A, ainsi que le CD207. Alors ça, comme je disais, c'était un cas de prélèvement cutané qu'on a fait pour une tumeur à cellules granuleuses. Donc cette cellule granuleuse que je vous montrais au début, c'était localisé au niveau du derme. Et c'est une tumeur dont les cellules expriment aussi le S1. Donc c'est pourquoi on voit cette positivité, cette teinte un peu marron
Voilà, donc ça veut dire que c'est une tumeur dont les cellules expriment le S1. Et comme je disais aussi, le S1 il est exprimé par les cellules de l'angérance, mais aussi par les mélanocytes. Ça veut dire, si j'observe l'épiderme, je vais trouver une expression du S100 par deux types de cellules. Donc il y en a celles qui sont localisées au niveau de la couche basale, ce qu'on observe ici, avec parfois, je suis même capable d'observer certains prolongements dendritiques, comme nous l'avons vu. On a discuté ça déjà sur la première vidéo, sur l'épiderme, qui est disponible sur la chaîne, je le rappelle. Et puis, voilà, donc tout ça, ce qu'on voit ici, c'est des mélanocytes, parce qu'ils sont localisés au niveau de la couche basale. Mais on n'a pas que des cellules marquées au niveau de la couche basale, on a aussi les cellules de l'angérance. Et comme vous voyez, c'est situé au niveau de la couche épineuse, c'est marqué, et ça projette également des prolongements dendritiques. Là aussi, c'est un exemple de cellules de l'angérance avec les prolongements dendritiques, ce qu'on voit ici. Là aussi, la même chose avec les prolongements dendritiques. Donc, c'est plus facile, en fait, quand on utilise l'immunohistochimie avec des anticorps anti-PS100, de localiser ces cellules de l'angérance comme ce qu'on voit ici. Donc c'était l'exemple pour vous montrer un peu l'aspect des cellules de l'angérance. Et si vous avez remarqué déjà, parce que en fait l'immuno elle a permis de visualiser le prolongement dendritique, chose qui n'était pas visualisable sur coloration HE ordinaire, ce qu'on a vu sur la première lame. Alors je passe maintenant à un deuxième type cellulaire. Alors les cellules qu'on voit maintenant, ou bien qu'on cherche, elles sont tellement difficiles et je pourrais vous dire qu'elles sont impossibles à repérer sur une coloration normale. C'est pourquoi je vous montre directement la lame sur laquelle on a utilisé l'immunohistochimie. Alors il s'agit de cellules de Merkel. Alors c'est des cellules en fait qui ont un rôle de fonction en collaboration avec le système nerveux, et c'est des cellules qu'on trouve au niveau de la couche basale de l'épiderme, qui est cette couche, et qui sont toujours en association avec une terminaison nerveuse. Alors, sauf qu'elles sont rares et c'est difficile à repérer, donc je vous aide un peu à vous repérer sur les lames. Donc là, on a le milieu extérieur, et puis cette bande un peu bleu foncé, c'est l'épiderme, ce qu'on voit ici, avec la couche basale à ce niveau, et puis la couche de kératine ici. Et on a utilisé un marqueur ici sur cette lame, là aussi c'est un cas pathologique, sur lequel on a utilisé l'anticorps anti-cytokératine 20. Alors ces cellules de Merkel, elles sont positives à la cytokératine 20, et on les voit ici, donc ces cellules qu'on trouve au niveau de la couche basale. Donc voilà trois exemples, alors une ici, la deuxième qui est ici, et la troisième qui est là. Et là, je vois, comme je viens de le dire, c'est un cas pathologique, avec une prolifération tumorale au niveau du terme, avec les cellules qu'on trouve au niveau de la prolifération tumorale qui exprime également la CK20. Et ceci était un cas de carcinome à cellules de Merkel. Donc ça veut dire que c'est une prolifération tumorale au dépend des cellules de Merkel. Donc ça c'est normal de trouver ces cellules-là. Ça c'est pathologique, c'est prolifération tumorale. Je passe à une autre lame. Donc ça c'est une lame, pour ceux qui ont regardé déjà la vidéo, ils vont se rappeler du cas. C'est un prélèvement au niveau de la paume de la main où on avait étudié l'épiderme initialement. Et donc ça représente, puisqu'on est déjà au niveau de la paume de la main, ça représente un exemple de peau qui est épaisse, qui est dite aussi une peau de type A, donc avec une couche granuleuse épaisse, une couche cornée qui est aussi épaisse. Et je vous montre en fait cette lame pour vous montrer en fait un passage d'un élément canalaire au niveau de l'épiderme. C'est en fait le canal sudorifère, qui est en fait le canal par lequel va cheminer la sueur et va être extériorisée vers le milieu extérieur. Alors si on observe déjà à fait le grossissement, on va voir quelques structures comme ça, celle-là aussi, celle-là ou celle-là. Et tout ça, ça correspond au passage intra-épidermique de ces canaux, ce qu'on appelle l'acrosyringium. Donc ce qu'on voit ici, donc si on rapproche, on va voir que c'est un canal et une seule coupe qui est ce qu'on est en train d'observer d'ailleurs. Donc ça passe à plusieurs reprises par le même canal. C'est un témoin de la forme spiralée de ce canal. Ici surtout c'est marqué au niveau de la couche cornée qui est cette couche-là. Et on voit que ça se continue avec cette portion intraépidermique. Voilà, donc ce qu'on voit ici. Donc tout ça c'est le trajet du canal. Donc si on recherche
Ça, bon, déjà c'est un peu difficile parce que ça dépend de l'incidence de coupe. C'est un peu difficile de capter le canal en entièreté. Ça veut dire depuis son issue au niveau de la lumière, au niveau plutôt de la surface de la peau, jusqu'à son abord au niveau de l'épiderme. Mais on peut quand même capter certains fragments. Par exemple ici, je vois que le canal, il fait sa rentrée au niveau de l'épiderme, c'est ce qu'on voit ici. Il traverse là, je vois une petite proportion, là une autre proportion de ce canal, et là le caractère spiralé du reste de sa portion qui passe au niveau de la couche cornée. Donc au niveau de la partie qui est vivace au niveau de l'épiderme, ça veut dire couche basale, épineuse et granuleuse, ce canal il va garder un épithélium qui lui est propre, c'est ce qu'on voit ici, d'où l'explication de la différence entre l'épithélium ou bien les caractères des cellules qu'on trouve directement au contact de la lumière qui est là, et par rapport bien sûr aux kératinocytes qui se trouvent un peu à distance. Donc si je me balade un peu, voilà, je trouve un autre exemple. Alors possiblement ce canal-là avec cette portion-là, c'est le même qui est en relation avec cette portion-là, avec la lumière. C'est le même que ici, le même que ici, et puis le même que au niveau de cette portion de la couche cornée. Donc c'était l'acrosyringium. Alors pour le reste, ça veut dire le reste de la portion, notamment dermique, du canal sudorifère, ainsi que la glande qui est responsable de la synthèse de cette sueur. On va la voir dans une prochaine vidéo qui va concerner le derme. Lame suivante, c'est un prélèvement de la peau, sauf que on est dans un siège un peu particulier. Et à première vue, on voit une prédominance de certaines structures, qu'on va voir par la suite aussi. Alors c'est ces structures-là qui sont allongées, et c'est en fait des follicules pilosébacés, alors qui sont à l'origine de la genèse du poil. Et ce qu'on voit au niveau de la lumière de ces structures, cette structure un peu pigmentée, parce que ça contient aussi de la mélanine, de pigments qui sont très fins de mélanine qu'on trouve au centre de cette structure-là, c'est en fait le poil. Et souvent, on a tendance à perdre ces poils lors de la technique. C'est pourquoi on voit d'ailleurs ce fragment de poil qui est détaché au niveau du tissu, qui provient probablement de ce follicule ici. Et aussi, à cause de la coupe, c'est rare de tomber sur une continuité entre l'origine du follicule, ce qu'on appelle d'ailleurs le bulbe, c'est ce qu'on voit ici, et la lumière. Alors ici, on avait un peu de la chance, par exemple, pour ce follicule, pour voir une continuité, une certaine continuité entre la partie profonde du follicule et la lumière. À ce niveau, on voit le poil à ce niveau, une continuité entre la lumière du follicule et le milieu extérieur. Et donc ça, cette portion-là, ça représente l'ouverture de ce follicule au niveau de la surface cutanée. C'est ce qu'on appelle aussi un ostium folliculaire. Ça aussi, je voulais vous le montrer parce que c'est un aspect qu'on pourra observer au niveau de l'épiderme. Alors je passe à la lame suivante. Donc ce qu'on avait observé ici, je vous rappelle, c'était l'aspect d'une peau de type A, donc une peau qui était épaisse. Alors à la différence de ce type de peau, on a le type B qu'on trouve un peu partout au niveau de la surface externe du corps et qui est caractérisé par une épaisseur qui est moindre de l'épiderme. Alors les autres éléments, ça veut dire côté architecture, ça reste le même, ça veut dire on a toujours un épiderme qui est fait de kératinocytes avec des prolongements qu'on avait appelés des crêtes épidermiques qui vont descendre au niveau du derme, et puis on aura toujours une couche cornée comme ce qu'on voit ici. Et je vous montre cette lame parce que c'est en fait un prélèvement d'une peau chez un patient, chez un monsieur en fait qui est de phototype foncé. Et on peut le savoir sur le plan histologique par l'excès de pigmentation au niveau de la couche basale, alors que les pigments ils sont rarement observés au niveau des mélanocytes. Alors les mélanocytes, c'est les cellules qu'on observe ici, qui sont entourées par ces fonds de rétraction et qu'on trouve au niveau de la couche basale. Voilà un autre exemple de mélaноcyte là. Alors voilà un autre ici. Voilà un autre. Là, c'est un mélanocyte qui montre un certain degré de pigmentation. Là aussi, un mélanocyte avec la fente de rétraction, cette cavité un peu claire, voilà, avec présence de quelques pigments au niveau de son cytoplasme. Et il est important aussi de mentionner que ces pigments de mélanine, on peut les mettre en évidence par une coloration spéciale qu'on appelle la coloration de Fontaine. Donc voilà
une lame, et en fait ça correspond au même prélèvement. Donc toujours on a l'épiderme ici. Alors la couche qui est juste au-dessous, c'est le derme, et puis l'hypoderme avec la présence de ce tissu qui paraît clair parce que c'est du tissu adipeux. Et puis si on agrandit, on verra qu'on a une prise de coloration, ça veut dire une teinte noire là où il y a les pigments de mélanine. Coloration de Fontaine. Là, c'est juste pour vous montrer un prélèvement qu'on a fait au niveau de la paupière, qui est le siège où on a l'épiderme le plus fin de tout le corps. Donc on voit que l'épaisseur, elle est très réduite, donc avec bien sûr la présence de toutes les couches, donc une couche basale, une couche épineuse, et puis une fine couche qui est réduite à une seule couche de cellules granuleuses, qu'on voit ici, et puis une couche cornée qui est fine. Ça, c'est un prélèvement de la paupière. Voilà, et pour la première vidéo, on avait discuté aussi l'immunohistochimie des kératinocytes. On avait dit que c'était des cellules qui exprimaient deux marqueurs. Alors, la cytokératine 5,6, pardon, donc c'était en fait la lame pour le deuxième marqueur. Alors, je disais la cytokératine 5,6. Alors, et je vous montre l'exemple. Alors, l'immunohistochimie, normalement un marquage par le brun, par le marron, cette teinte qu'on est en train d'observer, c'est en fait l'élément qu'on cherche pour dire que c'est positif, que la molécule qu'on est en train de chercher, elle est exprimée par ces cellules. Alors là, on a la lumière ici, ou bien le milieu extérieur, on a l'épiderme qui est là, et puis en bas, on a le derme. Et là, on voit que on a les kératinocytes avec le cytoplasme, et uniquement le cytoplasme. On voit bien la trace ou bien la forme du noyau ici, parce que les noyaux n'ont pas pris le colorant, et puis tout autour on a un cytoplasme qui a pris cet anticorps, parce que c'est un cytoplasme qui est riche en cytokératine, qui sont en fait des filaments intermédiaires qu'on trouve au niveau du cytoplasme. Et donc le fait qu'on a un marquage positif par l'anticorps anti-cytokératine 5,6, c'est un signe que ces cellules, elles ont au niveau cytoplasmique de la cytokératine 5,6. Même raisonnement pour le deuxième marqueur qui était la P63, c'est un marqueur de différenciation malpighienne. Et on voit ici une expression, mais cette fois c'est différent en fait. Ce qui a pris le marqueur, ce qui est marqué en marron, parfois en marron foncé, c'est les noyaux et pas le cytoplasme. Donc c'est ce marqueur, ou bien c'est ce type de marquage qu'on cherche pour dire est-ce qu'il y a une expression op. Donc on voit cette expression, elle est nette et forte au niveau des noyaux des kératinocytes. Et donc comme ça a été toutes les lames virtuelles que je voulais vous montrer. Et je passe à une petite récapitulation. Donc comme on a vu tout au début les cellules de Langerhans, donc on a dit les cellules qui font partie du système immunitaire, c'est des cellules d'aspect dendritique. Rappelez-vous qu'on avait vu cet aspect sur l'immunohistochimie, bien sûr, et que ça a été difficile, voire impossible à observer ce caractère dendritique sur une coloration standard. Alors on les trouve au niveau de la couche épineuse, et à côté de la protéine S100 qui est exprimée, ce qu'on a vu et ce qu'on a prouvé sur l'étude immunohistochimique, on a d'autres marqueurs qui sont exprimés, le CD1A et la langérine. La langérine, c'est le deuxième nom qu'on donne pour le CD207. Un autre type de cellules qu'on trouve au niveau de l'épiderme, c'est les cellules de Merkel, donc qu'on trouve au niveau de la couche basale, et qui sont associées à des terminaisons nerveuses, et elles expriment la CK20. Donc, quelques structures importantes au niveau de l'épiderme, à côté des éléments cellulaires. Il faut se rappeler qu'on a des crêtes épidermiques qui vont partir depuis l'épiderme pour s'enfoncer au niveau du derme et qui ont comme rôle de renforcer la jonction entre les deux et donc d'assurer en fait une résistance aux frictions, et donc comme ça on a une résistance au détachement de l'épiderme lors des frictions. L'acrosyringium, comme on a vu, c'était un canal, en fait, c'est la portion intraépidermique du canal sudorifère et qui est caractérisée par ce trajet un peu en spire au niveau, surtout marqué au niveau de la couche cornée. On a vu aussi l'aspect de l'ostium folliculaire, ça veut dire l'ouverture ou bien le passage de la lumière d'un follicule pileux au niveau épidermique. Et puis on avait les pigments mélaniques. On a dit que c'était à observer essentiellement au niveau des kératinocytes de la couche basale, à ne pas chercher ces pigments mélaniques au niveau des mélanocytes normaux. Ça existe, oui, mais c'est rarement observable en fait. Et puis c'est observé surtout pour les patients ou bien les gens qui ont un phototype qui est foncé, c'est logique.
Des variations à mentionner, comme on l'a dit, il y a deux grands types de peau. Il y a la peau épaisse qu'on appelle de type A, il y a le type B qui correspond à la peau qui est fine, et l'épaisseur totale, déjà c'est différent entre les deux, et puis on va trouver que c'est surtout au dépend des deux couches cornées et granuleuses qui sont beaucoup plus épaisses pour le type A par rapport au type B, et puis avec l'âge, il y a une certaine variation à mentionner, c'est que les mélanocytes et les cellules de l'engérance, elles ont tendance à être plus nombreuses chez les enfants par rapport au sujet adulte et âgé. Donc comme ça, on arrive à la fin de la présentation. J'espère que ça a été utile pour vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.